Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré aux jeunes prodiges déjà solidement armés et qui devraient bientôt rabattre les cartes du cyclisme moderne. Paul Sexas évidemment. Et on est là avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous les fans de Paul Sexas et de cyclisme. Donc d'abord, n'hésitez pas à aller écouter notre émission d'hier sur la participation de Paul Sexas au Tour de France. À noter qu'il y a eu un léger souci de synchronisation dans les 10 dernières minutes et on s'en excuse. Mais je pense que l'émission, sinon globalement, était de bonne qualité, hein. Vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et donc aujourd'hui, on va débriefer l'actualité de cette semaine, c'est-à-dire comme on disait, il y avait les premières courses World Tour par étape en Europe. Donc avec des plateaux intéressants, ça y est, hein, c'est la rentrée, tout le monde a roulé, ou presque, à part les blessés. Donc on avait Paris-Nice et Tirreno Adriatico, et avec la participation de pas mal de concurrents de Paul Sexas. Donc on va essayer déjà de faire un petit récapitulatif sur ces deux courses, et puis d'évaluer les forces en présence comparativement à Paul Sexas, voir là où on se situe. Euh, donc Tout je à te fait. propose de commencer. Alors déjà avant de commencer, toi Nathan, ton sentiment sur cette semaine, est-ce que tu as été content de retrouver justement des courses par étapes avec des plateaux sympas, ou au contraire tu as été un peu frustré t'attends Paul Sexas quoi? Ah non, totalement, j'ai vraiment apprécié cette semaine qu'on attend toujours, hein, le mois de mars. On attend toujours Paris-Nice et Tirreno. C'est pour moi le vrai début de la saison, en Europe en tout cas. Et avec une start list comme ça, autant, surtout sur Tirreno pour les sprinters, mais pour le classement général, on avait du niveau dans les deux courses. Donc, j'ai clairement pas été déçu sur cette semaine. Ok, bon bah très bien, bah, je te propose en tout cas de commencer par Paris-Nice, donc la course au soleil qui s'est transformée en véritable défi hivernal, hein, entre pluie C'est le battante, moins qu'on puisse dire. température glaciale, et même il y avait de la neige hier à l'arrivée. Donc les coureurs ils ont dû puiser dans leurs réserves pour affronter des conditions dignes d'une classique du Nord. On a eu notamment un contre-la-montre par équipe que j'aimerais bien qu'on discute, hein, avec son format qu'on retrouvera sur le Tour de France. Et aussi l'étape de mercredi dans les conditions dantesques qui a créé des écarts énormes sous l'impulsion de Red Bull et qui a permis à Vingegaard de s'envoler vers la victoire, hein. Il a gagné 2 étapes dans cette édition de Paris-Nice, a gagné confortablement l'édition, a éliminé pas mal, cette étape de mercredi a éliminé pas mal de concurrents, dont Ayuso ou McNulty, et ce qui a figé un peu les positions au classement général vu les écarts. Et ça a mis pas mal de gros poissons par terre, hein, et d'autres qui n'ont pas supporté les conditions hivernales. Heureusement pour Vingegaard, lui, il est passé entre les gouttes au sens figuré. Et ça tombe bien, il avait sorti son attirail de pêcheur pour se défaire de ces conditions. Ce qui a dû Donc lui toi, toi- rappeler des souvenirs d'ailleurs. Ah oui, 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 c'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est un ancien pêcheur avant de commencer sa carrière de vélo. Enfin, ancien, je crois qu'il travaillait dans une fabrique de poissons, hein, dans Voilà, des c'est ça, ateliers il a un lien avec la pêche en tout cas. au Danemark. Et donc, victoire de Vingegaard devant Dan Felipe Martinez. Exactement. Prise avec l'Allemand Steinhauser qui fait troisième, Vauclin quatrième et Lenny Martinez cinquième. Voilà, belle prestation des Français, Vauclin et Martinez. Vauclin pouvait espérer mieux à la pédale, mais cette étape de mercredi a mis pas mal de dégâts. Il était mal placé au moment où ça a borduré, et après il a chassé toute la journée. C'est dommage, hein, il avait les jambes pour faire le podium, hein, je pense au moins deuxième. Enfin voilà, tu vas nous proposer ton analyse. Moi, je veux juste dire en introduction que je suis content que Vingegaard ait gagné, qu'on le voit à ce niveau. Alors, ok, peut-être qu'il n'a pas encore eu
la différence et le panache que peut avoir un Pogacar, mais je trouve qu'on l'enterre un peu vite. Vingegaard, certains le voient déjà sur la fin. Moi, je suis content, hein. Faut se rendre compte qu'avec Pogacar, là, on a un des duels du Tour de France qui sera les plus épiques dans l'avenir, hein, parce que c'est assez inédit que en six éditions, t'en as, il y a une alternance comme ça, et dans les 5 dernières, c'est eux deux qui sont aux 2 premières places. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir Vingegaard à ce niveau et j'espère qu'il va se forger son palmarès et que ça va continuer comme ça. Ou alors, jusqu'à ce que, en tout cas, Paul vienne s'immiscer dans la lutte. Je sais pas ce que t'en penses toi déjà en intro, ton petit avis sur Ouais, Vingegaard. sur Vingegaard, je vais pas vous cacher à nos amis auditeurs que je suis pas un grand fan du coureur danois. Mais sur cette semaine, c'est à relativiser car il a gagné 2 étapes. La première de manière enfin, pas incontestable, si c'est le mot. Il a su profiter des faits de course et du train de la Bora. Il a même pu régler un sprint intermédiaire pour gagner des secondes de bonus alors qu'il avait 3 Red Bull avec lui. Ensuite, bah, il est parti tout seul dans le final. Daniel Felipe Martinez a, a même pas essayé de le suivre. Voilà. Après, sur sa deuxième victoire, il est parti à 20 km de l'arrivée. Alors, quand il est parti, ça m'a pas impressionné tout de suite. Je me suis dit, bon, ok, il part. Est-ce que je suis peut-être trop habitué à Pogacar? C'est possible. Mais je me suis dit, sur le moment, ça m'a pas impressionné plus que ça. Puis après, avec le recul, je me suis dit, à 20 km de l'arrivée, il nous a pas trop habitués à le faire. C'est plus quelqu'un qui, quand il gagne, il termine, il part dans le dernier kilomètre 5 de l'arrivée et puis il gagne. Donc là, qu'il sorte un peu de sa zone de confort, ça m'a fait plaisir. Et puis là, sur la dernière étape de Paris-Nice, il a clairement essayé de refaire pareil avec Campenard qui l'a lancé, mais il a trouvé un os sur sa route en la présence de Lenny Martinez qui s'est accroché comme il sait très bien le faire, comme une sangsue derrière lui. Il a essayé de le lâcher, hein. Il a fait des petits à-coups. Et une fois qu'il l'avait attaqué, il lui a même demandé de passer des relais, ce qu'a un petit peu fait Lenny Martinez. Et après, Lenny, il a pu le régler au sprint. Donc, mais bon, on sait que Vingegaard n'est pas le meilleur puncher, sprinter. Donc, non, c'est une bonne semaine au global pour une belle course de reprise pour Jonas Vingegaard. Ok, merci. Bon, essaye d'éviter de nous résumer la course les prochaines fois parce que c'est un peu, on a Ah, vu, hein, c'est excusez-moi, je juste. me suis peut-être un peu étalé. Ouais, je fais juste l'analyse rapide. Ça me permet aussi de rappeler que les profils qui restaient, hein, les montées étaient courtes, hein, puisque le sommet devait être le samedi, hein, hier. Sauf que l'étape a été bien rabotée dû aux conditions météorologiques, ce qui a contribué d'autant plus à figer les positions à ce qu'elles étaient le mercredi soir, hein. Tout à fait. On n'a Euh, pas eu de grands bouleversements. Donc je te propose qu'on analyse enfin que tu me dises quelles ont été tes satisfactions, toi, sur ce Paris-Nice. Alors, bah, sur la première étape, ma plus grande satisfaction, ça a été de revoir un coureur, Luc Lamperti, le vainqueur de l'étape, qui a pu régler le sprint devant Binyam Girmay, Milan Fretin, Vito Brat, etc. Ok, par rapport à Tirreno, la concurrence est beaucoup moins rude en termes de sprint, mais le transfuge de Soudal Quickstep avait beaucoup de choses à prouver en arrivant chez EF, qui est une équipe américaine, car lui, à la base, il faut bien se rappeler qu'il avait été engagé par Soudal comme sprinter maison, mais et que Paul Magnier devait être son poisson pilote.
Mais Paul Magny a tellement explosé l'année dernière qu'il a été relégué à être lui son poisson pilote. Mais lui, ça ne me plaisait pas, donc il est parti parce qu'il se sentait quand même fort. Et j'ai trouvé ça beau qu'il puisse s'épanouir et trouver la victoire sur une étape de Paris-Nice. OK. Est-ce que tu as d'autres satisfactions ou c'est tout? Bah, la victoire de Lenny Martinez sur la dernière étape, si c'est un coureur, pour moi c'est un sniper, Lenny Martinez. On sait qu'il a des problèmes de régularité. L'année dernière, sur une étape, il y avait eu un problème de bordure. Il n'avait pas pu jouer le classement général. Là, il est cinquième avec une victoire d'étape. Donc pour moi, c'est une extrême grande satisfaction pour le coureur français. Pour le chrono par équipe, je vais noter la grande performance de Dan Houle, qui a traîné son équipe Décathlon, qui a presque failli réussir à les faire gagner. Ça nous, ça nous fait miroiter de très belles choses pour les grands tours à venir, notamment pour aider Paul Success, comme on l'a dit dans la preview du Tour de France. Voilà. Après, bah, Daniel Felipe Martinez, qui renaît un peu de ses cendres aussi, parce que l'année dernière, il avait été malade, on l'a pas vraiment vu. Là, il fait deuxième derrière Vingegaard. On se souvient de son Giro 2024. Il avait fait deuxième derrière Pogacar. Je trouvais le symbole assez beau, qu'il puisse Bah, alors faire là, il peut deuxième dire, à nouveau. je pense qu'il peut dire merci à son équipe, hein, parce que c'est elle qui l'a traîné, hein, Oui, c'est c'est vrai. Alexander Vlasov a fait une très belle, euh, une très belle dernière étape, parce il a chuté, je crois, à 30 km de l'arrivée, à cause de Laurent Spiti, sans faire exprès évidemment. Et il a dû revenir il avait 1 minute 30 à boucher sur le groupe Vauclin. oui. Et puis moi je parlais surtout l'étape de mercredi là, les frères Van Dijk qui Van Dijk, ouais. Van Dijk qui à la fin l'ont enfin était même meilleur que lui pratiquement alors il avait roulé toute la journée quoi. Donc Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas vu essayer de suivre Vingegaard, hein. Il était à la rupture. Donc moi, je dirais plus satisfaction de son équipe. Et lui, à la limite, il pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait et qu'être deuxième au général, vu le travail de son équipe toute la semaine, hein. Euh, Ça marche. Est-ce que t'as autre chose? On pourrait citer comme équipier bah, Victor Campenaert et Bruno Armirail pour Visma, qui ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire rouler comme des capitaines de route pour Jonas Vingegaard. Et Dorian Godon aussi, qui a réussi à trouver la victoire sur une étape certes rabotée, mais il a su garder la motivation, contrairement à d'autres coureurs qui n'avaient pas envie de courir. Toute son équipe a su rester motivée pour la victoire. Eux, ils avaient envie de courir et ils ont gardé leur objectif en tête. Ça marche, merci. Est-ce que maintenant côté déception, hein, est-ce que il y a des choses qui t'ont marqué? Déception, je dirais l'absence d'un vrai duel au classement général avec la chute de malheureuse d'Ayuso. Évidemment, on va pas lui reprocher, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un petit goût amer sur Paris-Nice. Bon, évidemment, on ne refera pas la course. On ne saura jamais si Ayuso aurait pu gagner sur Vingegaard, mais bon, c'est comme ça. Binyam Girmay, qui n'a pas gagné finalement, alors que il avait fait un bon début de saison en gagnant en Espagne deux fois. Voilà. Et sinon, bah, c'est tout.
Ça marche. Et est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui t'ont marqué, que tu nous invites à suivre, sur les prochaines courses? Bah, je dirais, Harold Terrada, qui a gagné une étape, le coureur colombien, qui fait lui aussi un très bon début de saison, qui avait bien marché en UAE. Donc je pense qu'il sera à suivre, notamment pour, un Giro. On peut citer aussi également Max Canter, le sprinter de Astana, qui lui court habituellement, sur le, le circuit asiatique, pardon, et là qui parvient à gagner sa première étape, course World Tour en Europe. Ça marche. Et Steinhauser, t'en penses quoi? Est-ce que il a profité de cette étape de mercredi là, et puis après il s'est accroché comme il a pu, ou alors pour toi, il a une vraie chance dans le futur? Bah pour moi, jusqu'à maintenant, George Steinhauser, c'est un excellent baroudeur. Alors, il roule plutôt bien, il grimpe très bien, c'est un bon grimpeur. Et je crois qu'il a déjà gagné un classement de la montagne sur un grand tour à vérifier. Mais c'est un très bon coureur. Plutôt dans les échappées, en général, il prend souvent les échappées. Et je pense que par rapport à Benelli et Richard Carapaz, il n'a pas encore le statut de pouvoir être leader avant de courir la course. Là, ça a été un fait de course, il s'est retrouvé là, il a fait troisième. Je suis pas sûr qu'il puisse le réitérer dans le futur. Alors moi, j'ai pas en visu de classement de montagne. Par contre, j'avais une étape du Tour d'Italie 2024 avec troisième du classement de la montagne cette année-là. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Oui, oui, Pour info. ça doit être ça. Et même l'année dernière, j'ai des souvenirs de le voir en échappée à jouer les premiers rôles dans les grands cols italiens. Ça marche. Ben, merci. Qu'est-ce que t'en pensais du contre-la-montre par équipe? Alors, ce format, est-ce qu'il t'a plu, ou est-ce que t'as hâte pour le Tour de France? Quelle est ton opinion dessus? Au début, j'étais un peu dubitatif sur le fait que euh, le temps soit affecté sur un seul coureur, le dernier coureur, parce que je Enfin, le trouve, premier, le premier. Le oui, le premier à premier coureur franchir. qui passe la ligne, alors qu'avant c'était sur le quatrième de la file, et je trouvais ça bien parce que ça restait dans l'ADN du chrono collectif, ça soulignait la performance du collectif, que là, il y a des coureurs qui peuvent lâcher au bout d'un moment, et ça force pas les coéquipiers à vraiment tout donner pour leur leader, mais en même temps, ça permet d'exacerber les forces des leaders et de nous mettre en haleine avec des duels à interposer, j'ai envie de dire. Ouais, moi de mon côté, j'ai plutôt aimé, parce que justement, t'as beaucoup de stratégies différentes, comme on a dit, hein, le fait que Danoulle fasse les 5 derniers kilomètres tout seul et qu'au final il était encore dans le match, et ben ça peut être une stratégie. Euh, ce que je regrette peut-être un peu, c'est la distance, là, 20 km, 21 km. Au final, pour voir et exploiter ces stratégies, ces retournements de situation, on le constate pas forcément, et on se demande si c'est prévu ou si c'est un peu à l'arrache. J'ai plutôt l'impression d'ailleurs que c'est un peu pas forcément calculé, quoi, que ça se fait par la force des choses, ça qui est peut-être un peu frustrant. Mais bon, intéressant. Sur le Tour de France, il y aura Montjuïc, hein, comme on disait hier, donc ça finira en montée. Donc Ce sera encore voilà. plus intéressant, je pense. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont mis ce format-là, parce qu'en finissant en montée, ça peut être un peu frustrant pour les spectateurs que t'aies trois mecs qui attendent le plus mauvais, quoi. Enfin, celui qui galère le plus. Donc voilà. Bon, Bah, en tout cas, disons ça. qu'on sait que Pogacar est largement capable de faire ça, puisque sur les classiques, il nous fait ça tous les dimanches, j'ai envie de dire. Yes. Yes, ah oui, là, j'ai pas trop de doute pour lui, ni pour Remco. Alors, je te propose maintenant qu'on passe sur Tirreno Adriatico. Je te laisse la main.
tout à fait. Alors, la course des 2 mers, hein, la mer Tyrrhénienne et l'Adriatique, hein. Donc, elle a commencé par un chrono classique, hein, voilà. Et elle s'est terminée par la victoire d'Isaac Del Toro devant Matteo Jorgensen qui a réussi à gratter la deuxième place à coup de bonif devant Pedari. On peut noter comme grand moment de la course l'étape qui s'est terminée par des chemins empierrés euh, remportés par Mathieu Van Der Poel. On peut noter également la belle performance de Giulio Pellizzari tout au long de la semaine, aidé, et c'est un grand truc à notifier, aidé par Primoz Roglic qui s'est voué en équipier totalement. On aurait pu se dire que, vu son palmarès, il aurait pu avoir du mal à laisser Pellizzari prendre le lead dans l'équipe, mais pas du tout. On note aussi la grande performance de Tobias Andresen, qui a réglé le sprint devant Milan, devant Magnier, devant Dely. Vraiment incroyable. Bah, Voilà, je ça marche. te laisse rebondir Ouais. là-dessus. Est-ce que donc tu nous as un peu passé en revue, est-ce que tu avais d'autres satisfactions à nous apporter, dans cette course? Enfin, qu'est-ce qui des coureurs qui t'ont marqué ou des équipes? Bah, évidemment, on peut pas passer à côté de Mathieu Van Der Poel qui gagne 2 étapes. La première, il la gagne en réglant Pellizzari et Del Toro au sprint. Certes, on aurait pu attendre à qu'il termine tout seul en lâchant tout le monde vu ses qualités techniques, mais bon, on va pas lui reprocher ça. La deuxième étape qu'il remporte, il règle le sprint de manière indiscutable. Et sur la dernière étape, il fait des efforts, on peut dire que 20, mais il les fait en préparation de Milan-San Remo. Donc c'est très intéressant de voir qu'il se prépare pour Milan-San Remo sur la course des 2 mers. Voilà. Après, ma déception, ce serait l'équipe Ineos, car sur le chrono, on pouvait retrouver trois membres de l'équipe dans le podium, avec Magnus Sheffield, Timen Arensman et évidemment Filippo Ganna qui remporte l'étape. Et que- quelle a été ma surprise sur la deuxième étape dans le top 20, plus personne. Alors pourquoi, me direz-vous? Il Filippo y a eu des chutes, Ganna, hein. Filippo Ganna a roulé pour Arensman. Arensman a chuté. Et Magnus Sheffield a fait une malheureuse 19e place. Mais j'ai pas compris pourquoi Filippo Ganna s'est sacrifié comme ça, alors qu'il aurait pu rester dans les roues. Et Timen Arensman aurait quand même pu jouer sa carte. Donc voilà, ça a été ma déception. Voilà. La tactique, d'Ineos, très bien. Bah, d'ailleurs, la tactique d'Ineos sur le Paris-Nice, c'était pas, la fameuse troisième étape et il y avait des choses à redire aussi, hein. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, coureurs, qui t'ont marqué, que tu trouves intéressants pour l'avenir? Ben, j'ai envie de faire une petite mention honorable à Alessandro Pinarello, qu'on avait vu faire un très bon Tour d'Algarve, mais qu'on ne connaissait pas avant cela, et qui nous confirme qu'il a de très bonnes jambes en ce début de saison. Donc, avec un top 10. Donc, c'est très encourageant pour la suite, pour le coureur italien. Oui, de chez NSN. Exactement. Eh ben, très bien. Merci pour ce débrief de cette semaine. Je te propose que, alors vu qu'on a vu depuis le début de l'année pas mal de concurrents, et en particulier cette semaine, hein, à Paul Sexa, je te propose un petit power ranking
par rapport à Paul Sexas et avec une rubrique qu'on qu'on introduit aujourd'hui et qu'on risque de faire régulièrement, qui s'appelle Y a pas photo ou seulement d'un boyau. Donc je te donne le nom euh, d'un d'un coureur qui a, qui a couru cette semaine et tu me dis si Paul Sexas est meilleur ou si ce coureur est meilleur. Et soit tu me dis il n'y a pas photo, ce qui veut dire que l'écart entre les deux est grand, soit tu me dis seulement d'un boyau, c'est-à-dire bah, l'écart est faible, quoi. Ça marche, il n'y a pas de problème. Ok, donc Paul Sexas ou Pellizzari? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Paul Sexas ou Del Toro? Isaac Del Toro, seulement d'un boyau. Ah ouais, je t'ai pas précisé, on parle pour un éventuel GC, hein, sur les classements généraux d'une semaine ou 3 semaines. Oui, Euh, exactement. Ça aurait été différent si on parlait d'une course d'un jour, où là, j'aurais mis Paul Sexas. Roglic ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Jorgensen ou Sexas? Sexas, seulement d'un boyau. Benili ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Ciccone ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Tiberi ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Tobias Aland Johansen ou Sexas? Ah, je suis désolé, je vais me répéter, mais Paul Sexas, il n'y a pas photo. Carapaz ou Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Storer ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Jay Hindley ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Arensman ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Magnus Sheffield ou Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Santiago Buitrago ou Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Ça roule, alors on a fait pas mal de coureurs là, enfin tous les. On en fera moins, je pense, la prochaine fois, parce que là on voit que tu le Bah, places en bien haut fait, dans ta liste, on hein. voit que Paul Sexas, finalement, dans la hiérarchie, derrière Del Toro, Vingegaard, Pogacar et Evenepoel, bah, on le met derrière, en fait. Donc, tout le reste, eh ben, on les voit inférieurs à notre produit français. Ouais, je vais finir avec ceux qui étaient sur Paris-Nice quand même, hein, par rapport à leur performance de cette semaine. Mais je pense que ça va La ressembler, hein. sentence va être irrévocable. Martinez ou c'est Lenny, hein, je parle, hein. Lenny Martinez ou Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Roméo ou Paul Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. McNulty ou Paul Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Daniel Felipe Martinez ou Paul Sexas? Ah bah Paul Sexas, il n'y a pas photo. Carlos Rodriguez ou Paul Sexas? On se pose même pas la question, il n'y a pas photo. Vlasov ou Paul Sexas? Paul Sexas, il n'y a pas photo. Alexander Vlasov est voué à être équipier. Vauquelin ou Paul Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. Oscar Only ou Paul Sexas? Paul Sexas, seulement d'un boyau. D'un boyau, j'attends de voir. Jonas Vingegaard ou Paul Sexas? Ah bah Jonas Vingegaard, et pour l'instant, il n'y a pas photo. Euh, Yann Ayuso ou Paul Sexas? Euh, Paul Sexas, seulement d'un boyau. On a eu l'illustration parfaite en Algarve. Et David Gaudu ou Paul Sexas? Ah bah Paul Sexas, évidemment. Sans,
aucune tergiversation. Ok, ouais, ouais, bah, écoute, on a visé large là pour ce premier Power Ranking, hein. Je pense que la prochaine fois, on se contentera euh, du top De quelques 7, noms, hein. oui. Voilà, on réduira bien, mais voilà, on est un peu euh, excité de ce début de saison, de voir bah, tout le monde un peu sur les routes. Et voilà, bah, on voit que pour l'instant, dans ce début de saison, celui qui t'a marqué, bon, effectivement, hein, il y a des coureurs en place, hein, comme Vingegaard ou Del Toro. Je parle même pas de Pogacar, mais celui qui t'a marqué et qui a bien installé sa place, hein, dans ton classement, c'est c'est Paul Sexas qui, comme tu disais, arrive juste derrière, hein. Oui, tout à fait. Et je voulais revenir, j'ai oublié de le mentionner dans le résumé de Tivano, c'est par rapport à Paul Sexas, justement, Del Toro, qui a géré, en fait, son Tirreno Adriatico, notamment sur la dernière étape, qu'il a remporté, mais en restant au chaud dans le peloton, même si son ami Pellizzari a essayé de l'attaquer plusieurs fois, il est resté tranquille, très calme. On a vraiment l'impression qu'il a appris de son Giro de l'année dernière, où, comme on le sait, ça s'est mal passé. Là, il est resté très calme. Il est sorti dans le dernier kilomètre. Cette fois, Matteo Jorgensen n'a pas pu suivre, alors que la veille, il l'avait suivi. Ce qu'on peut faire le parallèle avec Paul Sixas en Ardèche, où là, Matteo Jorgensen n'avait pas suivi. Donc, je ne sais pas si il faut en tirer une conclusion, mais quand même, c'est un indicateur assez révélateur de la forme du français en ce début de saison. Oui, ben, Sexas, il était, Jorgensen était en reprise, hein, Oui, pour la faune, pour rappel. Mais oui, moi, j'ai pas forcément la même lecture. Moi, pour moi, effectivement, Del Toro, il a gagné. euh, alors, est-ce qu'il s'est donné à fond? Je sais pas. Lui, sur les montées un peu sèches, un peu pas très longues, il a une super pointe de vitesse et il fait la différence comme ça. Il arrive à prendre des secondes. C'est un des meilleurs coureurs euh, sur ce type de profil, mais je demande quand même à voir par rapport à Paul Sexas, et moi je suis pas forcément d'accord avec toi sur les grands tours, moi je pencherais plus sur Paul Sexas, parce que justement je pense que sur des efforts de une demi-heure ou plus, et ben, à mon avis, mais bon, c'est que mon avis, hein, on verra cet été, et ben, Sexas fera la différence, mais ça, on verra la prochaine fois. tout à fait. Moi, ce qui me fait dire, c'est que Del Toro, il a déjà l'expérience, alors que Paul Sexas, on ne sait pas en fait. On n'a pas de référence. Donc, c'est mon côté prudent. Eh ben, ça marche. Eh ben, merci Nathan. On va s'arrêter là. Et bonne semaine. On se retrouve eh ben, la semaine prochaine, hein. Il y aura Milan-San Remo. Par Tout contre, à il y aura fait. La toujours pas Primavera. Paul. Il y aura toujours pas Paul, mais ça nous permettra d'en discuter et de voir si certains nous ont marqué et bah, rentreraient dans ce top 5 qui commence à se constituer au vu de la saison, hein, qu'on commence à virtuellement élaborer nous de notre côté, hein, par rapport aux forces pures. On verra ça la semaine prochaine. Merci en tout cas. Exactement. Ben, merci Et Thibaut et merci à tous de nous avoir écoutés. oui, et allez Paul, hein, on est dans ta On est roue. dans ta roue.